Osons l'IA à l'école. C'était l'invitation lancée par l'équipe du Collège Sainte-Anne en février 2026. Plus de 200 passionnés de l'éducation s'y sont donné rendez-vous pour réfléchir et partager autour de conférences, d'ateliers pratiques et d'échanges avec celles et ceux qui ont exploré et intégré l'intelligence artificielle en éducation de façon éclairée. Mon nom est Maxime Pelchat. J'œuvre au sein de l'équipe du Cadre 21 en tant que stratège numérique. Je m'intéresse de près à l'évolution de l'IA en éducation et en formation, et j'ai donc profité de l'occasion de ce rassemblement pour m'entretenir avec plusieurs personnes qui avaient accepté de venir partager leur expérience et expertise en la matière avec les participants. Des échanges inspirants où l'humain est au centre, la pédagogie comme boussole et l'IA comme levier. On dit de plus en plus que l'accessibilité universelle, c'est un idéal qui est peut-être pas si lointain que ça. C'est peut-être une possibilité technique concrète. Et peut-être que l'intelligence artificielle serait le levier pour pouvoir y arriver. J'en parle avec Geneviève Dupuis, qui est conseillère pédagogique au récit de l'enseignement privé. Salut Geneviève. Bonjour Maxime. Et Christian Leblanc, qui est directeur des services pédagogiques à la FEEP. Bonjour Christian. Salut Maxime. Est-ce que c'est vrai que l'IA pourrait agir comme un outil de cette réduction de barrières souhaitées là, pour les apprenants, peu importe leur profil? Bien, dans les approches universelles, c'est souvent ça la plus grande difficulté qu'on aborde, puis qui fait qu'on n'adhère pas facilement à cette approche-là. Parce que la base d'une approche universelle, c'est identifions d'abord les barrières qui sont inutiles à l'apprentissage pour les faire tomber, puis après ça, rendre accessible à un plus grand nombre d'élèves, ce qu'on veut faire en salle de classe, ce qui nous permet d'engager les élèves, ce qui nous permet de leur permettre de présenter leurs compétences. Puis les barrières ne sont pas tout le temps là où on pense qu'elles sont. Fait que oui, les outils d'intelligence artificielle qui sont de plus en plus présents pour nous permettre d'identifier ces barrières-là comme enseignants, soit parfois dans des agents, si vous connaissez le concept d'agent en intelligence artificielle, de soumettre des scénarios pédagogiques et de dire « Peux-tu m'identifier des barrières qui pourraient être inutiles? » Mais pour l'élève aussi, parce qu'on travaille, Geneviève puis moi, puis l'élève aussi doit être en mesure d'identifier ses propres barrières. Donc, qu'est-ce que je me mets comme obstacles qui ne sont pas nécessaires et qui me permettraient d'être plus engagé dans mes apprentissages? Mm-hmm. Puis Geneviève, dans les accompagnements puis les formations que tu as données, est-ce que tu as senti qu'il y avait là tout d'un coup cette espèce de clé concrète-là pour le personnel enseignant, pour avoir peut-être un assistant, un aide à cette réflexion-là, qui n'est peut-être pas toujours notre premier réflexe, dans le fond, de penser en mode universel? Effectivement, en fait, ce que je remarque avec les enseignants, c'est comme s'il y avait... C'est peut-être pas l'outil magique, c'est peut-être pas la clé qui va ouvrir tous les coffres ou tous les élèves, mais au moins, c'est une certaine ouverture où le prof peut peut-être se dire « Hey, si j'allais juste demander comment je peux aider davantage 1 ou 2 ou 3 ou 4, puis finalement, on se rend compte qu'on en aide vraiment plus, puis on a une meilleure vision de la pédagogie qu'on va offrir, en fait, à nos élèves. Puis, comme disait Christian, bien, des fois, c'est des barrières qu'on pensait même pas qu'ils étaient là, qui, pour nous, ça fait tellement de fois qu'on va présenter le même cours, la même notion, qu'on la voit plus, cette barrière-là. Fait que c'est peut-être juste une nouvelle lunette qui va nous permettre de prendre un petit pas de recul puis de s'ajuster aux jeunes qui sont devant nous aujourd'hui. Fait que c'est un outil super chouette pour nos profs, puis comme Christian disait, pour nos élèves aussi, parce que c'est eux les propres acteurs de leur apprentissage. Fait qu'avec ça aussi, ils vont peut-être enlever une certaine barrière de la gêne, de la honte, de la peur. Ne serait-ce qu'une petite question de fois de temps en temps, ça peut leur ouvrir aussi des portes pour pouvoir avoir accès à l'enseignant d'une autre façon. Puis, est-ce que vous avez été témoin d'enseignants, d'enseignantes qui s'y sont comme mis les mains dedans avec un outil d'IA générative, puis d'avoir comme la chance de le tester, puis de dire comme avoir un genre d'effet, je dirais pas wow, là, parce que c'est peut-être pas ça le mot, comme le bon mot ici, mais un effet comme OK, il y a une retombée concrète dans ma pratique, là. Est-ce que vous avez été témoin de ça? On a été témoins. Puis juste, aujourd'hui, on est dans un événement, puis moi et Geneviève, on donne un atelier, puis il y a tellement de gens qui venaient parler d'inclusion, de différenciation pédagogique à l'aide de l'IA. C'est qu'on voit qu'il y a un grand intérêt. Parce qu'à tort, la différenciation pédagogique a eu longtemps une espèce de réputation de dire « OK, il faut que je planifie 30 cours différents pour une même période parce que c'est faire des cours adaptés à chacun de mes élèves. » Non, c'est adapter l'environnement pour permettre à les élèves
aux élèves, tout aussi uniques qu'ils sont, de se sentir bien dans le scénario d'apprentissage. Et là, on voit que ces outils-là sont utilisés quand on soumet à un outil d'intelligence artificielle en disant, écoute, voici la grille d'évaluation que je vais utiliser pour tous mes élèves, parce que c'est basé sur les cadres d'évaluation, mais quelles pourraient être les modalités par lesquelles l'élève me présente ou me démontre qu'il est compétent et qui va avoir un lien avec la grille d'évaluation. Et ça, souvent, c'est ces idées-là qu'on avait de la misère, ou le répertoire des possibles. J'appelle ça comme ça, le répertoire des possibles, en dire, j'ai la même grille d'évaluation pour tout le monde, je développe la même compétence pour tout le monde, mais je vais permettre aux élèves de s'exprimer différemment. Et ça me permet, et c'est ce qu'on nous dit, ça me permet d'être plus présent auprès des élèves parce que là, ils sont plus engagés, sont plus motivés par ce qu'ils font. Ils vont s'entraider entre eux. Et là, je peux aller à la rencontre de mes élèves, comprendre qui ils sont, parler vraiment de passion avec eux. Et c'est ce qu'on veut, dans le fond, dans nos classes. Hein? Des élèves qui rentrent avec le sourire, qui quittent avec le sourire, qui ont dit « Hey, sais-tu quoi? J'ai pas vu le temps passer. » Ouais. Puis, Geneviève, qu'est-ce que ça prend comme posture de l'enseignant pour se mettre dans la découverte, puis ultimement la mise en œuvre, dans le fond, de ces possibles-là dont tu fais référence, Christian? Est-ce que c'est avant tout un élément lié à nos compétences numériques ou c'est lié à nos connaissances, justement, peut-être par rapport à cette perspective de différenciation, d'inclusion et tout ça? Là? C'est où exactement le... Je pense que c'est peut-être pas dans la compétence numérique qu'il faut aller fouiller. Je pense que c'est vraiment la passion du prof, puis de voir, de dire, il y a quelque chose qui fonctionne pas en ce moment, puis je sais pas par où prendre je sais pas par où prendre la situation. Je veux pas dire le problème, mais je sais pas par où le prendre. Fait que des fois, c'est juste une petite étincelle de vouloir mieux comprendre un élève. Puis moi, je vois ça beaucoup en ce moment. Là. Les profs, c'est ça qu'ils me disent, je comprends pas cet élève-là, qu'est-ce que je peux faire? Puis on n'a peut-être pas tous le temps là, d'aller se replonger dans nos livres à l'université puis d'aller comprendre toutes ces difficultés-là. Fait que je pense que c'est juste une petite étincelle qui fait « Hey, qu'est-ce que je préfère de différent? » Je veux pas dire de nouveau, on peut pas dire... Tu sais, on n'est pas dans l'étincelle, pas dans l'étincelle, mais dans le feu d'artifice ou quoi que ce soit. Des fois, c'est juste une parole, une petite barrière que je peux enlever pour me donner le temps probablement d'aller parler à l'élève dans la classe. Des fois, c'est du temps en amont que je vais prendre avec l'intelligence artificielle pour qu'en présence avec mon élève, c'est le lien le plus important que je vais développer. Puis c'est ça qui va être le plus payant, je pense, pour la suite de l'apprentissage de cet élève-là. Vraiment intéressant. Et si je peux compléter, Maxime, parce que Geneviève, tu m'as allumé quelque chose. Puis, tu parlais de posture enseignante. Oui. Sauf l'intelligence artificielle, il faut amener aussi le personnel enseignant à dire, bien, si tu l'utilises, rends ton utilisation transparente, modélise ton comportement, modélise la façon que tu l'utilises, modélise tes erreurs aussi, parce que ton jugement critique, donc parce qu'on en a testé des outils, Geneviève et moi, puis il y en a qui sont pas parfaits, il y a encore des biais, il y a encore des façons de faire qui sont peut-être parfois discutables, mais au moins de modéliser le comportement, de modéliser l'utilisation, d'en faire un enseignement explicite pour dire, bien, quand ça sera votre tour, regardez, en toute transparence, je vais vous dire comment moi je l'utilise. Donc, le rôle de modèle comme posture enseignante, on y croit énormément et ça va s'appliquer à cette nouvelle réalité-là de la présence de l'intelligence artificielle en éducation. Donc, j'en comprends que ça prend une certaine connaissance, dans le fond, de notamment de la conception universelle de l'apprentissage, qui est peut-être comme un point de départ pour envisager, dans le fond, ces possibles-là, puis de peut-être pouvoir, à ce moment-là, être capable de générer des requêtes qui sont pertinentes, qui sont bien appuyées aussi. Au cadre 21, on a une auto-formation qui s'appelle justement Conception universelle d'apprentissage, qui peut être un bon point de départ pour s'initier si c'est quelque chose qu'on n'a pas eu la chance de voir, par exemple, dans notre formation initiale ou jusqu'à maintenant dans notre formation continue. De votre côté, est-ce qu'il y a une ressource coup de cœur que vous vous dites comme « Ah oui, ça, il y a vraiment quelque chose de bien aussi à aller chercher pour venir parfaire ces connaissances, puis ultimement être capable de l'intégrer dans sa posture? » Bien, écoute, on est deux, on va t'en proposer deux. Vas-y. Moi, on le voit pas en balado, mais avec le blanc dans ma barbe et l'expérience que j'ai, je vais aller vers la ressource imprimée, bien que je suis un grand utilisateur de toutes les nouveautés numériques.
Écoute, il y a un rapport que le Conseil, Feu Conseil supérieur de l'éducation, qui existait jusqu'à tout récemment, ont publié d'excellents rapports. Et en 2017, ils ont sorti un rapport qui s'appelle « Pour une école riche de tous les élèves ». Donc, le titre complet, c'est « S'adapter à la diversité des élèves de la maternelle à la 5e secondaire ». Si vous voulez comprendre les tenants et aboutissants de ce que sont les différentes approches universelles, parce qu'il y a la CEA, mais il y en a d'autres, il y a d'autres formes de différenciation pédagogique. C'est un rapport extrêmement complet et qui met aussi de l'avant des initiatives d'écoles du Québec qui sont allées de l'avant dans des projets éducatifs de différenciation, d'approche inclusive, d'approche universelle. Et c'est d'abord une bonne source d'inspiration pour comprendre toute la force et tous les avantages d'être plus inclusif et plus universel dans notre quotidien d'apprentissage. Disponible en PDF quand même. Disponible en PDF, oui, absolument. Puis j'ai envie de compléter, mais après avoir lu ça, on a certaines bases, on a certaines compréhensions, puis probablement que les agents conversationnels vont devenir un levier super intéressant pour aller faire une bonne requête, se questionner, se positionner, se remettre en question aussi pour la suite des choses. Mais l'agent conversationnel reste pour moi là, un petit coup de cœur. C'est comme une nouveauté inattendue. Un petit assistant personnel là, en éducation, c'est toujours intéressant. Excellent. Fait que ça donne des pistes. Je vous remercie beaucoup. Puis d'ailleurs, je vous souhaite d'avoir de bons échanges avec vos participants à votre atelier parce que quand on se parle en ce moment, vous n'avez pas eu la chance. Puis probablement que vous allez peut-être recevoir autant que vous allez donner dans cet atelier-là. On est là-dedans, dans cette posture itérative et d'apprentissage continu. Merci beaucoup, Geneviève, Christian. Merci beaucoup. Merci, Maxime. Merci à nos invités d'avoir transféré leur préparation pour la journée dans cette discussion au cœur de l'action. Merci à l'équipe du Collège Sainte-Anne, à Jacques Cool et au comité organisateur de la journée de nous avoir permis de nous installer confortablement au cœur de l'événement avec nos micros. Et merci à mon complice François Lake du Récit de l'enseignement privé m'avoir assisté au pilotage technique de cette station ainsi qu'au montage des épisodes. Pour l'édition 2027, Osons l'IA à l'école se transforme en un grand éducateur. Un rendez-vous collaboratif unique qui proposera de passer de la réflexion à la création de solutions pédagogiques concrètes propulsées par l'IA. D'ici là, je vous invite à explorer les autres discussions que nous avons eues pendant cette riche journée avec des pédagogues tout aussi passionnés et éclairés. Ici Maxime Péchat du Cadre 21 qui vous dit bon développement professionnel et à bientôt! Le Cadre 21 est une initiative de la Fédération des établissements d'enseignement privé, avec le soutien financier du ministère de l'Éducation du Québec et de Desjardins Caisse de l'Éducation. La station Balado du Cadre 21 est membre de Balado Pédago, une communauté dynamique de professionnels de l'éducation qui partagent une vision commune, transformer l'apprentissage et l'enseignement grâce à des échanges enrichissants et inspirants. Bonifiez votre liste de lecture en explorant baladopédago.com afin de découvrir d'autres balados liés au monde de l'éducation.